Je vais y aller, hein. Je vais aller lui demander d'arrêter pendant 10 minutes. Bah, peut-être qu'il est en train de monter un truc et que dans 3 minutes, ça va finir. Bah, je sais, mais bon, en même temps, c'est trop relou. Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps, mais vous écoutez toujours Nos langues dans ton oreille, un podcast où on parle toujours de lecture, de livres, de langue et peut-être même de langage. Moi, c'est Eric. Moi, c'est Isabelle. Et aujourd'hui, Isabelle, nous allons parler d'un sujet qui est sur toutes les langues. Et dans les oreilles. Du coup, forcément, notamment récemment, plus ou moins récemment, dans celle de ton ministre. Oui. Puisque nous allons parler de... l'écriture inclusive. Ou... Voilà. Enfin, on pourra discuter de ce terme, hein, d'ailleurs. Oui. Mais bon, comme c'est le terme sanctifié par Jean-Michel. Alors justement... Oui, c'est vrai. On y reviendra parce que je pense que ça serait intéressant d'explorer les alternatives. Oui. Mais ce n'est pas le sujet. Puisque nous sommes dans la première partie et que la première partie, c'est celle où j'ai envie de savoir ce que tu as lu depuis la dernière fois. Ouh là là. Alors j'ai lu peu et beaucoup à la fois. Hein, j'ai lu Orwell, ensuite j'ai regardé L'Effondrement, qui est un podcast sur... Enfin, qui est pas un podcast, qui est un... D'accord. Enfin, j'ai regardé L'Effondrement, qui est un des épisodes sur YouTube assez dramatique sur l'effondrement de la civilisation. Et ensuite j'ai enchaîné avec Viendra le temps du feu, qui est un livre choral où chaque chapitre correspond à un personnage et il se multiplie au fur et à mesure de la lecture. J'essaye de résumer au maximum sans dévoiler grand-chose. On est grosso modo 35 ans après notre époque à nous. On sait qu'il y a eu... Alors, rien n'est dit, mais on sent que c'est dans un truc qui pourrait être Paris. Le réchauffement climatique et la destruction de l'environnement s'est accéléré. La pénurie d'eau bat son plein. Il y a un état totalitaire, dystopique qui s'est installé et qui limite les déplacements. Notamment, il y a un mur qui bloque les gens du sud vers le nord. Hein, on n'est pas tout à fait déjà dans la science-fiction. Hein. Les femmes, il y a une baisse de fécondité, donc elles sont obligées de se reproduire. Enfin voilà, il y a tout un système de contrôle de la fertilité des couples. Et on va suivre différents personnages qui habitent cette ville. Et en parallèle, on sait que une société de femmes s'est établie de l'autre côté du fleuve, qui est un peu la chasse gardée de cette ville, et vit en autonomie, en creusant la roche et en vivant un peu sur une société anarchiste, féministe. Voilà. Et c'est très beau parce qu'en fait, le roman commence quand cette société de femmes a été détruite, en quelque sorte, par la société dystopique. Et en plus, c'est une langue, enfin vraiment, c'est une écriture qui est très très belle, et j'ai eu presque un peu honte parce que j'ai commencé à le lire, et je me disais, ah c'est beau, c'est quand même, enfin c'est vraiment une... Enfin, je sais que tu me brûlais les doigts si j'étais là, ou le bout de la langue. C'est ce que beaucoup de gens comprendraient si je disais que c'est une écriture poétique. Tu vois, vraiment, il y a un travail, il y a un rythme. Oui. Et à un moment, enfin, j'étais, je sais plus à combien de chapitres, et tout d'un coup, j'ai fait, mais ça a dû être un petit peu plus marqué, mais il y a une grande partie du bouquin qui est fait, c'est de la prose, hein, mais en alexandrin. Et t'as vraiment ce rythme. C'est dommage. Et une fois que tu l'as capté, tu le vois. Mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte quand même. Mais ça donne quand même un goût au texte qui est... Enfin, c'est à la fois onirique, ça fait peur, Enfin voilà, lisez Wendy Delorme, ça vaut vraiment le coup d'œil et d'oreille. Il y a une lecture sur YouTube, une lecture théâtralisée et qui est superbe. D'accord. Voilà. Cool. Et toi, as-tu lu d'autres choses que moi ? Oui, je t'avais déjà parlé de Philippe Descola, tu sais, l'anthropologue. Oui. Qui parle beaucoup du rapport entre humain, non-humain, la nature, etc. Et qui d'ailleurs en ce moment est un peu connu des libraires puisqu'il sort un bouquin sur les formes du visible
un peu dans la continuité de tout son travail d'anthropologue. Et en fait, moi, je me suis enfin, entre guillemets, mis à lire son grand œuvre, qui s'appelle Par-delà nature et culture, qui est un livre de 2005 où il expose en gros, il fait une critique de ces concepts élaborés par Lévi-Strauss, entre autres, comme en disant que c'est pas opératoire pour toutes les cultures, parce qu'en fait, l'Occident moderne est le seul où une opposition nette et franche entre nature et culture est valable, et je ne devrais pas le dire comme ça, parce qu'en fait, ce que je trouve bien dans ce livre, c'est qu'il montre très bien que la nature, c'est une histoire de modernes occidentaux. D'accord. En tout cas, la nature au sens où on l'entend dans les pubs bio, etc., machin, comme le retour à la nature comme espace radicalement séparé, nourricier, machin. Et en fait, il montre que à travers le temps et à travers les autres sociétés contemporaines, les autres peuples, en fait, tout est culturel, tout est inclus dans le monde des hommes, en fait. C'est comme ça que je devrais le dire. Et ça passe par un petit classement de 4 façons différentes de concevoir le monde, selon qu'on oppose ou qu'on rassemble l'intériorité, l'extériorité, le corps, l'esprit, etc. Donc c'est super intéressant. Je pense que ça a des limites parce que c'est quand même, c'est un anthropologue, mais on sent quand même que c'est aussi de formation, c'est un philosophe. Donc là, vous mesurez ce que je mets derrière cette appellation. Et donc notamment, il a des angles morts sur la critique, enfin tout ce que l'Occident en lui-même comporte de critique. Il le prend un peu comme un bloc. Par exemple, quand tu arrives de là, partant de Méchonique, t'as vraiment pas l'impression qu'on parle de la même chose quand on parle de la culture, etc. Mais c'est rafraîchissant parce que ça montre, ça historicise le concept de nature, et ça donne des outils pour comprendre un peu mieux la différence, l'altérité d'autres cultures. Voilà, en gros, je le dis comme ça, c'est pas très éloquent, mais lisez le bouquin si ça vous intéresse, un minimum, ou si ça vous intéresse pas tant que ça, mais que vous aimez pas lire, dans ce cas-là, pourquoi nous écoutez-vous ? Je te conseille, toi, en tout cas Isabelle, de donner une chance à ces cours au Collège de France. D'accord. Qui sont assez cool. Voilà. Peut-être plus accessible que les 700 pages. Voilà. Bon, après, il y a 10 ans, hein. Donc tu multiplies par le nombre de cours et chaque cours fait 1 heure, c'est quand même assez long aussi, mais bon. Oui, mais bon, tu peux le faire... Peut-être au prochain confinement. Arrête. Donc nous avions décidé de rattaquer cette saison sur un objet médiatique que peut être l'écriture inclusive. En tout cas, voilà, on a décidé d'utiliser ce terme-là. Et effectivement, puisqu'on est un podcast qui se définit comme parlant de littérature, de langue et de langage, s'il y a une question qui est un peu difficile à passer sous silence ces derniers temps, c'est celle-là. Ouais. Même quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ces questions-là a vu un peu passer le débat d'une manière ou d'une autre, tant les réactions sont bizarrement épidermiques pour une question qui habituellement passionne moins. Enfin voilà, tout le monde n'est pas passionné de langue, mais tout le monde a son avis quand même sur est-ce qu'il faut mettre un point médian et dire autrice. Oui. Bah oui. Et je peux commencer par un exemple tout à fait personnel. Le fait est que je suis en face d'élèves de collège, et par exemple, autrice, ça y est. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelques années, ça buguait quand je disais une autrice. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui n'accroche plus du tout l'oreille des élèves. À la limite, il y en a peut-être un qui me dit une autrice, je dis bah oui, un auteur, une autrice, il me fait ok. Et vraiment, bien sûr. Sur 5 ans, je vois dans les classes, en même temps que je vois les gros changements dans la société face à cette question, je le vois vraiment très concrètement sur des élèves qui sont vraiment à 1000 lieues de ces questions-là dans leur quotidien. Pourtant, on voit que ça s'intègre. Donc il y a quand même un... Enfin,
les détracteurs vont dire que c'est un grand mal et tout ça, mais il y a quelque chose qui s'infuse et qui devient, alors je fais le lien avec ce que tu disais avant, hein, presque naturel. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est de moins en moins réfléchi, j'ai l'impression, dans certains pans de l'écriture inclusive et le langage inclusif. Enfin voilà, je pense qu'il va... L'inclusivité dans la langue. En fait, le terme même d'inclusivité, j'ai appris aujourd'hui en écoutant un podcast en faisant des recherches, j'étais tombé souvent sur une agence de com que je ne cite pas parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub en fait, mais qui est à l'origine de l'utilisation de ce terme, enfin en tout cas de son envol, de son essor, parce que c'est une agence de com qui fait du conseil. D'accord. Et qui voulait donc faire du conseil aux entreprises pour... d'ailleurs, tu le vois sur leur site, hein, c'est comme ça qu'ils se présentent, etc. Et en fait, ils ont déposé le terme d'écriture inclusive parce que, censément, c'est eux qui l'ont inventé, justement à peu près il y a 5 ans. Et en fait, en tout cas, c'est une linguiste qui a appelé le fondateur et le gérant de cette société, et c'est lui qui lui a expliqué ça comme ça... Donc à l'époque, en gros, oui, ça a été calculé stratégiquement pour que ça fasse en quelque sorte un buzz. Et évidemment, là, ça lui a échappé. Ça a été beaucoup plus loin que simplement une opération de com pour que les entreprises veuillent acheter les conseils de cette agence. Mais le mot, hein, je parle du mot, de l'étiquette écriture inclusive, ça vient de là. Bah, tu vois, j'avais même pas pensé que ça... Tu vois, si j'avais dû chercher une origine, j'aurais été beaucoup plus candide et j'aurais pensé que ça venait du milieu militant. Et oui. Alors que justement cette linguiste là qui était dans le podcast Parler comme jamais, Julie Abou, elle a fait une thèse sur l'écriture non sexiste, et à l'époque elle avait même dû forger des termes parce qu'on parlait de féminisation de la langue. À la fin des années 2000 dans les tracts anarchistes et féministes. Et donc elle, dans sa thèse en 2011, il n'y avait pas écriture inclusive, personne parlait de ça. Voilà. Par contre, ça fait déjà 30-40 ans qu'il y a un débat. Oui, un débat, en tout cas des tentatives pour contrebalancer l'emprise du masculin dans les langues où le genre est marqué grammaticalement. Oui. C'est pour ça que écriture non sexiste, moi je trouve ça intéressant. J'ai découvert le mot aujourd'hui, donc peut-être que c'est ça, il a l'aura, le contre-jour de la découverte, mais écriture non sexiste c'est pas mal. Et en fait, oui, bon, si je peux me permettre une dernière petite diatribe sur langue et langage, je sais que c'est un combat perdu d'avance, mais il y a un enjeu fort en français à distinguer ces deux termes qui ne renvoient pas linguistiquement à la même chose. Le langage, c'est la faculté de parler, enfin, c'est du parler-penser, enfin, tu vois, c'est une faculté humaine. La langue, c'est un code social qui est dans le langage, bien sûr. Mais ça n'est pas tout le langage. Et depuis 50 ans, en fait, pourquoi c'est important de distinguer les deux ? Parce que tu pourrais te dire, oui, mais il y a des langues où c'est le même mot pour les deux, et ça les... En fait, en France particulièrement, mais aussi dans les traductions qui viennent de l'anglais, enfin tout ça c'est un peu c'est l'Occident moderne. Le fait de parler, de ne voir dans le langage que la partie langue, c'est problématique et ça empêche de penser beaucoup de choses en fait. Ça empêche de penser le corps dans le langage, ça empêche de penser tout ce qui n'est pas du maintien de l'ordre, etc. Enfin tu vois la phrase de Barthes, la langue est fasciste. C'est typiquement une phrase de quelqu'un qui ne voit que de la langue en fait et qui ne voit pas que la langue, oui bien sûr elle est contraignante, mais en fait elle est débordée par tout un tas d'autres choses, notamment la subjectivité qui ne lui est pas réduite. Et donc c'est pour ça que j'aimais pas langage inclusif et j'aimais pas non plus tout ce qui disait langage épicène, etc. parce que on va peut-être en parler après. L'épicène c'est une phase, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de marque distinctive. Je parle vite, hein, désolé. Oui. En fait c'est du neutre. Entre masculin et féminin, oui. C'est une des manifestations de tout cet ensemble d'écriture plutôt de langue, de paroles non sexistes, mais ça n'est pas la seule. Mais du coup, quand on parle d'écriture inclusive, j'aurais tendance à penser, à croire que c'est quelque chose qui s'intègre dans un bouleversement sociétal, si je puis dire ça, plus général. Parce que quand on parle d'inclusivité, on voit qu'il y a un glissement. Juste avant, tu évoquais l'écriture non sexiste, le langage non sexiste. Il faut vraiment
voir si on est d'abord dans un premier temps dans un rejet de la masculinisation de la langue, en tout cas française depuis quelques siècles, ou si on va vers un cadre plus large, qui est vraiment une refondation de la langue, mais aussi de la société, où on va aller vers un flou, ou voire un effacement du genre binaire classique, voilà. Et il me semble que si on avait eu ce podcast il y a 5 ans, on serait vraiment sur une féminisation de la langue, et là, on tend, en tout cas dans des milieux militants que je peux voir, vers moi, ce qui me gênerait moins de parler de langue épicène. En fait, les histoires de féminisation, qui étaient encore ce qui préoccupait principalement les médias, moi, ça n'est que très récemment que je suis tombé sur des interviews ou des podcasts qui faisaient la part aux questions de dégenrification, ou je sais pas comment on pourrait dire, et pas simplement de noms de métiers et de points médians. Et en fait, pour moi, je pense que la question du masculin, la question des noms de métiers, etc., ça n'est pas une question de langue. C'est une question d'usage, c'est une question de discours, c'est une question de politique, de la langue. Les gens pourquoi je dis ça? En fait, dans les rangs des réactionnaires, tu trouves, justement, c'est le principe, c'est qu'ils sont là que pour dire, oh non, touchez pas. Alors qu'en fait, je sais pas dire, tu savais, toi, que pharmacienne, ça avait fait débat? Pharmacienne, quand? Dans les années 70, apparemment. Ah ouais. 60-70. Mais on voit à quel point l'usage... c'est vraiment des débats là qui sont assez bêtes, parce que j'ai l'impression vraiment que l'usage... c'est vraiment des gens qui ne veulent pas apprendre des mots nouveaux. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, parce que une fois qu'on l'a dans l'oreille, ça pose plus de problème. Pharmacienne... des gens qui veulent pas apprendre des mots et qui en plus ont la mauvaise foi d'en faire des tonnes. J'écoutais justement il y avait des extraits de gens invités d'autres émissions sur France Inter, etc., avec des mecs qui disent, il y a un moment, il y a un journaliste qui dit ou un intervenant qui lui dit, mais je pense que vous n'avez pas lu assez d'autrices de l'époque, vous devriez... Et l'autre fait, des quoi? Et puis il surjoue, je comprends pas. Et c'est comme tous ces gens qui disent que c'est illisible, un point médian. Faut quand même être d'une mauvaise foi, c'est incroyable pour prétendre ça. Bah oui, d'autant plus que... Donc pendant les vacances, j'ai lu Orwell, j'ai lu 1984, oui. Et j'avais envie d'en savoir plus, et donc j'ai cherché des émissions qui pourraient parler de ça pour prolonger un peu ma lecture. Et donc en général, je me tourne vers l'appli Radio France, il y a toujours un petit peu de matière entre France Inter, France Culture, je trouve des choses. Ouais. Et puis j'avais vu l'émission de Sigrist, que j'aime beaucoup, Blockbuster, mais qui me semble plutôt une émission de divertissement pour moi, et j'avais envie de quelque chose d'un peu plus pointu. Ouais. Donc je cherche une émission, ça s'appelait Ces livres qui changent le monde, je crois, et les invités étaient Jean-Claude Michéa et Alexandre Devecchio. Et forcément, puisqu'on parle de 1984, à un moment, ils en viennent à parler du néo-parler, novlangue dans les anciennes traductions, en disant que, en fait, ils montraient comment, c'est un peu tarte à la crème, d'une certaine manière, 1984 prévoit, et c'est à nuancer, des dérives de notre époque. Et quand vient la question du néo-parler, il y a l'un des invités qui commence à s'énerver en disant bah oui, voilà, c'est ça, c'est l'écriture inclusive, on veut nous censurer, on peut plus rien dire, Mais et c'est rare, je ne suis pas allée au bout de cette émission, il me reste un quart d'heure, je crois, parce que je me disais, mais c'est n'importe quoi. Je venais de sortir de 1984, je venais de lire l'appendice sur le néo-parler, où Orwell explique bien que le néo-parler, c'est une simplification outrancière du langage jusqu'à priver les gens de concepts pour penser. Et même inverser le sens des mots. Donc l'idée, c'est vraiment de fucker la pensée en privant les gens d'un langage complexe. Bien sûr. Alors que l'écriture inclusive, elle ne me semble que manifester, que ouvrir au contraire les possibilités. Oui, ça rajoute. Voilà, on ajoute des possibilités. Quand on dit bonjour à tous, on a un indifférencié. Quand on dit bonjour à tous et à toutes, j'ai l'impression qu'on rajoute quelque chose au langage. Alors, je sais pas si c'est illisible,
Enfin, au langage, je sais pas, à mais la à la langue, langue, on oui. rajoute. Ouais, je vais me faire taper par Eric. Mais voilà, et du coup, j'ai écouté ça en essayant d'avoir un éclairage sur Orwell, et je me suis dit, mais ce monsieur n'a pas lu Orwell. Je pense qu'il a lu Orwell, hein, Oui, oui, mais... mais vraiment. Et en plus, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il déblatérait, ne reposait sur rien. Et enfin, j'avais l'impression d'être sur une copie de 3e en disant, mais prouve-le. Oui, Il y a aucun moment où il cite le texte, où il parle vraiment d'un extrait précis bien sûr. du livre. Et donc de rage, je suis allée écouter Blockbuster de Sigrist, et j'avais des gens parfaitement pertinents qui citaient le texte, qui donnaient des extraits, et c'était beaucoup plus pertinent, alors que pour moi c'était une mission de divertissement vraiment. Donc comme quoi des fois on est surpris, hein. Ouais. Mais voilà, c'est ce... Voilà, 1984, c'est un peu et c'est pour ça que je voulais le lire, parce que je l'avais lu très jeune, et je suis même pas sûre de l'avoir lu en entier à l'époque. Ouais. Y a un peu cet épouvantail de « Ah là là, Orwell, il décrit le pire, gna 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 ». Mais en vérité, le néo-parler, c'est un gros morceau de son projet, d'expliquer comment on appauvrit la langue, comment on va faire en sorte de priver les gens de capacité à penser. Il dit bien que... Alors lui, enfin, dans son appendice, il se fonde sur le vocabulaire du sexe, en disant que des pratiques sexuelles sont interdites, mais petit à petit, on supprime même leurs mots. C'est-à-dire, on devine que sodomie, que fellation doivent quitter le langage. De fait que quelqu'un qui n'aurait pas eu l'idée de sucer l'appendice de son voisin n'aurait pas de mots pour y penser. On pourrait pas... Enfin, c'est vraiment pour faire disparaître la pratique, on va faire disparaître le mot, et par là même, l'idée que cette chose puisse exister. Et ça me semble totalement autre chose que quand Jean-Michel Duchemol-Réac a décidé de dire que le fait de mettre autrice dans un texte, ou de préciser qu'on cherche des acteurs ou des actrices, ou, je sais pas, enfin, bonjour aux lecteurs et aux lectrices, il me semble pas qu'on soit dans cette opération d'altération de la pensée. Non. Mais cette vision, alors déjà, moi on pourrait faire un podcast sur Orwell et sur le caractère inquiétant que ça devrait avoir pour nous, que ça soit devenu une référence en tant que fiction politique, et que ça nous serve à penser notre contemporain. Pas seulement parce que ça, tu vois, parce que cette vision de la langue, justement, ça tape dans ce qu'on disait au début, sur le déterminisme, non seulement de la langue, mais des mots. Et ça, c'est une tarte à la crème aussi on va dire, de la philosophie du langage, de ne penser qu'une nomenclature, de ne voir dans la langue qu'une liste de mots, en fait. Alors que non, justement, la langue, ce n'est pas un dictionnaire. Les dictionnaires, ce sont des cimetières. Donc l'inquiétude orwellienne vis-à-vis de ce traitement de la langue, elle marque à la fois une sensibilité, je trouve, très forte de l'importance du langage dans la vie humaine, mais elle le prend en quelque sorte un peu sans dessus-dessous. Et du coup, ça aboutit avec c'est un peu tout son rapport aux politiques aussi. Il ne voit que ça. Et en fait, il ne voit pas qu'en ne voyant que ça, il le consacre, en fait. Il lui donne lui-même trop de pouvoir, en quelque sorte, parce qu'il ne se donne pas les moyens de penser la contestation, comme son héros. Bah de manière générale, c'est hyper pessimiste. Enfin, voilà. C'est un constat, mais il y a aucune possibilité d'action, en fait, dans 1984. Mais là, on s'éloigne de notre sujet cœur, hein, mais par contre, on ne s'en éloigne pas tant que ça, Isabelle, parce que je pense que c'est à la fois un des trucs qui fait le moteur des gens qui ont peur du changement pour plus d'égalité et pour moins de domination masculine dans la langue, et aussi ce qui ne doit pas être moteur pour le progressisme de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il faut pas s'imaginer que la langue nous parle, comme dit je sais plus je sais pas si c'est Lacan ou quelqu'un, enfin tu vois, non, en fait non, enfin oui, c'est le problème du déterminisme. Après voilà, moi je suis farouchement antidéterministe, dans le sens où je pense que les déterminismes n'ont pas le mot de la fin. Donc peut-être que c'est simplement une question d'options existentielles, politiques, etc. Mais au tout début, quand j'ai commencé à entendre parler de langue non sexiste, etc., et de points médians, et de pronoms différents, etc.,
un des trucs qui a retardé ma compréhension de ce qui était vraiment en jeu, c'était des explications, et c'était toujours voilà sur les réseaux sociaux, etc. C'était de la troisième main, mais du coup c'était de la sagesse populaire en quelque sorte, qui voyait Oui. dans le fait de mettre des parenthèses autour d'un tu vois, pas simplement une expression maladroite, mais vraiment un emprisonnement du féminin, etc., etc. Et moi, quand je voyais ça, en plus j'étais moins loin de mes études de lettres à l'époque que je ne le suis aujourd'hui. Je me disais mais ces gens-là hallucinent. Ça c'est pas ce qui se passe quand on lit, tu vois. Bien sûr, c'est malheureux symboliquement, donc autant prendre un autre symbole que des parenthèses. Mais le cœur du problème, il n'est pas vraiment là. Le cœur du problème, il est dans le fait de dire des expertes, oui, ça existe. Il n'y a pas que des experts. Et on va pas faire semblant d'être un expert quand on est une experte, tu vois. Parce que je dis ça parce que moi, récemment, c'est ce mot-là où le fait de mettre Qui un t'a point fait médian, je me suis vraiment imaginé des femmes avec des lunettes et des blouses blanches. Et je me suis dit, ouais, donc ça marche en fait, c'est vraiment bien le point médian. Mais enfin, voilà, j'ai l'impression que maintenant, le point médian, c'est un peu cet outil tapageur qui se voit, parce que et encore parce que moi j'ai jamais réussi à mettre un point médian, par exemple sur mon portable, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'il est quand même, c'est un point. Hein. Enfin, je sais qu'il y a une différence, mais dans les moyens pratiques, il est difficile, il est pas accessible. Enfin voilà, il est pas accessible sur un clavier, il est pas accessible sur un clavier enfin, il faut faire une manip pour le trouver, il faut chercher. Alors, on le dit pour celles et ceux qui ne sauraient pas. C'est Alt 0183 et Alt Maj F sur Mac. Ah bah écoute, c'est bon à savoir parce que moi justement, j'ai jamais fait déjà tous les Alt et machin, je les fais jamais. Donc mais voilà, je vais pas me flageller parce que je le fais pas, parce que je vais avoir tendance assez vite à mettre un point classique en me disant que de toute façon, s'il est entre étonné et point E, il y a personne qui va le prendre pour un point final. Oui. Enfin voilà, il y a un moment faut considérer un peu que le lecteur il va être un petit peu malin quoi. Et tu vois tout ce qu'on dit d'illisibilité. Et la lectrice. Et l'électrice, mais je vois à quel point c'est irrecevable tous les gens qui disent que c'est illisible, moi, j'ai beaucoup d'élèves qui ne savent pas lire, qui déchiffrent, qui peinent. Mais par contre, pour tous les élèves qui savent à peu près lire, ça leur pose aucun problème. Ouais. Tu vois, enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment un non-problème. Alors, on devrait s'inquiéter clairement du niveau de lecture, de déchiffrage des élèves. Mais c'est pas là-dessus que ça se joue, hein, vraiment. Non, il y a une hypocrisie à tout d'un coup faire une levée de bouclier au nom des élèves qui sont dyslexiques à propos du point médian, alors que... Non, mais justement, je disais que le point médian, c'est un outil un peu tapageur et c'est celui qu'on voit le plus et c'est celui qui déchaîne les passions, parce que je pense que c'est un outil qui est spécifique vraiment à ce qu'on va... Je vais continuer d'appeler à l'écriture inclusive, hein. Mais au-delà de ça, il y a toutes ces stratégies d'évitement du genre, et j'ai l'impression qu'on se dirige quand même de plus en plus vers ça. Tout simplement, aujourd'hui, je me suis inscrite sur un site, enfin, il y a une communauté qui s'est créée dans ma résidence, et on peut s'inscrire sur un site en ligne, ça s'appelle mesvoisins.fr, enfin voilà, peu importe. Et nom, prénom, code postal, nom de votre résidence, et puis en dessous, c'était marqué doit-on s'adresser à vous au féminin, au masculin, au neutre? Et tu vois, vraiment, je suis sur un truc genre Facebook, hein, j'étais pas sur un outil militant. Effectivement, moi j'ai des amis sensibilisés, quand ils m'envoient des questionnaires ou des trucs comme ça, t'as cette option-là. Mais là, sur un truc, j'imaginais plutôt le gros Jean-Claude en train de dire qu'il veut me passer une perceuse, il y a cette option-là qui se met à exister. Bien sûr. Féminin, masculin, neutre. Et rien que ça montre que, on a beau dire ce qu'on veut, il y a quelque chose qui est un peu en marche. Ah oui. Et qui va au-delà de féminiser. Bien sûr. Parce que justement, si c'était juste féminisé, je cochais féminin. Mais en fait, j'ai l'impression que on va vers une annihilation du genre dans la langue. Ouais. Dans la langue, mais même dans la société, il y a quand même une montée du non-binaire, de l'idée de rejeter les codes sociaux masculins-féminins. Et paradoxalement, c'est ce qui met à jour à quel point notre langue elle est chargée. Je pense que c'est un impensé. Enfin, pour quelqu'un qui s'intéresse pas énormément à la langue, si c'est pas quelque chose
Enfin, moi j'ai fait des études de lettres, toi aussi, on a été obligé de mettre le nez dedans. Mais là, j'ai l'impression que ça gagne tout, ne serait-ce que dans les milieux militants, sur les groupes Facebook et tout ça, où tout le monde se met à chercher comment s'adresser aux autres, comment on peut créer. Enfin, je reviens encore sur Orwell et Jean-Claude là, qui disaient que c'était un appauvrissement de la langue. Moi, je trouve ça. Enfin, c'est pas un appauvrissement. Alors, ça me fait bizarre, hein. À l'oral, j'ai beaucoup de mal à employer Yel, des choses. Enfin, ouais. Je pense à Yel parce que justement, j'ai l'impression que c'est celui qui rentre de plus en plus. Oui. Dans le langage, mais voilà, c'est le premier que j'arrive un peu à acquérir. Oui, forcément, c'est difficile de dire elle, c'est difficile de dire Yel parce qu'on n'a pas l'habitude. Lui, elle, voilà. Mais finalement, est-ce que c'est pas au contraire un enrichissement assez costaud de la langue, de se dire, bah, il manque des mots pour des idées qu'on a, et bah, trouvons-les. Et le fait que là, ça commence à se répandre quand on dit Yel, je pense que de plus en plus de gens savent ce que ça veut dire, et puis c'est pas très compliqué, hein. Yel, I-E-L, enfin il y a les deux. Et puis surtout, qui peut le plus peut le moins, parce que le problème des travaux qui ne sont que pour féminiser la langue ou mettre du féminin, etc., c'est que ça ne touche pas au cœur du problème, qui est le binarisme de genre. Comme fondement, les gens vont trouver que j'exagère, mais le fondement de la structure de notre société. Moi aussi, quand donc, même. à la fois, je trouve pas ça exagéré. Si, non, mais oui, mais je te parie qu'il y a des gens, même parmi les gens qui nous écoutent, qui vont trouver ça un petit peu radical. Je les invite à se renseigner. Mais du coup, effectivement, ça coûte rien d'enlever un point médian, en quelque sorte, au lieu de mettre celui point L, de dire tout de suite celui L. Comme tu disais, c'est une ouverture du problème. Oui. Bah, moi je trouve pas ça exagéré ce que tu dis, puisque moi j'ai l'impression que quand même, et ça va être un problème de langue aussi, on a tendance je trouve ça idiot, quand on est face à quelqu'un, on nous apprend à identifier tout de suite si c'est un garçon ou une fille, depuis tout petit, et nous, on va chercher à identifier si on est face à un homme ou à une femme, et après ça va conditionner la manière dont on va s'adresser à elle. C'est dire à quel point c'est quand même puissamment lié à notre manière de concevoir le monde. Oui, c'est sûr. Et si je considère que la règle du jeu, c'est telle catégorie on s'adresse comme ça, telle catégorie on s'adresse comme ça, le jour où justement on commence à contester ces catégories, bah oui, il faut un nouveau langage. Et moi, ça me semble au contraire Enfin voilà, il y a des choses qui me semblent bizarres, il y a des choses qui me semblent difficiles à mettre en place, mais on n'est pas sur une langue morte, justement, on est sur quelque chose qui se pose des questions, et au-delà de trouver des mots, comme tu disais, c'est pas un dictionnaire, on n'est pas en train de se dire, bon bah il y a des ordinateurs, maintenant on va les appeler ordinateurs, et puis il y a des trucs sur l'ordinateur, on va les appeler logiciels, c'est pas une innovation matérielle, c'est vraiment une innovation dans le fonctionnement même de la langue, qu'on est en train de voir. Ça me rappelle... on a déjà parlé d'orthographe, mais ça me rappelle un peu le XVIe siècle. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile d'accès maintenant parce que il y a eu 100 ans d'éditions qui ont limé tout ça au nom du positivisme du XIXe siècle, qui voulait que on va mettre un petit peu d'ordre dans ces vieux textes bien fouillis. Et ce qui rend les choses compliquées maintenant qu'on commence à essayer de les rééditer comme ils étaient avant. Mais ne serait-ce que les différentes tentatives de réforme de l'orthographe française, en tout cas de propositions pour refonder l'orthographe pour le français et pas simplement prendre les signes du latin pour écrire le français tout au long du XVIe siècle, c'est assez fascinant. Évidemment, il y a des choses qui ont pris, il y a des choses qui n'ont pas pris. Et en conjonction avec et ça peut peut-être faire le lien vers un dernier segment en lien avec ce qui a été produit avec ces nouveaux codes et qui les a aussi produits, c'est-à-dire les discours, que ce soit les paroles de tout un chacun ou la littérature, les textes. Et je dis ça parce que je me demande un petit peu, si on reste dans l'optique point médian, mettre du féminin, ça n'intéresse pas beaucoup la littérature, parce que la littérature a son propre temps.
Et le point médian, c'est surtout une question de gagner de la place dans les journaux, dans les textes administratifs, etc., pour ne pas écrire collaboratrices et collaborateurs, etc., etc. Donc, une écrivaine, un écrivain, si elle a besoin de... Enfin, tu vois, on choisit, on n'a pas besoin de faire de raccourcis. Oui. Par contre, dégenrer, c'est tellement fondamental que là, je pense que ça intéresse beaucoup plus des questions littéraires. Je sais pas ce que t'en penses. Bah moi là je relis à Wittig, Oui. qui elle aussi. Moi j'ai beaucoup parlé de Wittig quand j'ai fait mon mémoire en 13 en 2013 je crois, voilà. Et quand je parlais de Wittig, dans des milieux un peu spécifiques ou vraiment voilà, j'étais dans des cours vraiment liés aux questions du féminisme, tout ça. Donc là, on en entendait parler, mais au-delà de ça, Monique Wittig, c'était quelqu'un que je devais toujours expliquer aux gens en soirée, tout ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un nom qui sort énormément. Il y a un square ou un jardin, je sais plus, Monique Wittig, qui a été inauguré à Paris il y a 15 jours, enfin peut-être un peu plus, mais il y a un mois. Et je pense que le fait que Monique Wittig soit si à la mode actuellement, c'est parce que l'Opoponax, c'est le livre emblématique qui gomme, qui gomme le genre. On parle d'un enfant, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille? C'est impossible de le savoir. Et je vais relier encore avec ma première partie, hein, quand on lit Wendy Delorme, la société qui s'établit sur la rive du fleuve n'a pas de nom, mais elle est inspirée des guerrières de Monique Wittig. Et il y a un personnage ténu mais qui a sa petite importance. On sait que c'est une petite fille, mais la manière dont est désigné ce personnage, c'est l'enfant. Il me semble que c'est pas... Enfin si, c'est pas neutre, j'ai envie de dire. C'est pas neutre politiquement de choisir un mot neutre du point de vue de la langue. Bien sûr. On est quand même dans une démarche... Viendra le temps du feu, c'est initialement un livre qu'on va trouver dans la catégorie féminisme des librairies, mais il me semble que maintenant, on va au-delà de ça. Oui, c'est un roman. Il me semble que c'est un livre qui... c'est un livre, c'est un roman qui vient justement qui tend vers ce type de société où finalement le genre il n'est important que parce que le féminin dans la société dystopique est opprimé. Mais on nous montre bien que les hommes aussi. On nous montre bien que de toute façon ces catégories-là, elles ne servent qu'à opprimer. Enfin, il y a vraiment ce côté, les femmes doivent se reproduire, les hommes doivent se reproduire, et ensuite aller garder le mur pour que les populations du Sud ne viennent pas chercher de l'eau chez nous. Donc, c'est vraiment vu comme un carcan oppressif. Et donc, on ne va pointer du doigt que quelqu'un est femme que parce qu'elle est oppressée, parce qu'elle est femme, ou reconnue comme telle. Et dans ce cas-là, on n'est plus sur une littérature féministe pour moi. On est au-delà. On est sur tendre vers cette... Mais... J'ai pas envie de dire d'enlever le genre, en fait. J'ai l'impression que c'est au contraire une érection de l'individu en tant qu'unicité et qui va pouvoir être catégorisée par bien d'autres choses que par un sexe ou un genre. Oui. Il faut qu'on se méfie un petit peu quand même de cette omniprésence de l'individu aussi. Hein. Moi, j'y pense en lisant Descola ou en voyant les critiques de l'individualisme comme un produit un produit néolibéral en fait. Et en même temps, la singularité d'un sujet. Que la question a... Je vois ce que la question peut avoir de vraiment problématique, hein. Mais non, mais c'est le problème de notre époque. C'est le problème de à la fois tous nos combats, on les fait au nom du respect de l'intégrité d'une subjectivité, mais on sait pas, tu vois. Et en même temps,
En fait, il faut se demander qu'est-ce qui fait une subjectivité. Est-ce que c'est vraiment une intériorité déjà, etc., etc. Et ça, c'est pas des scolas qui permettent de le penser. Je pense qu'il faut plutôt aller du côté de Méchanique. Mais attention, parce que Décidément, il y a deux. attention à Méchanique. Tu rajoutes des fantômes. Attention à Méchanique. Tu rajoutes des fantômes à tes fantômes. Je rajoute des fantômes à mes fantômes. Ah, mais tu pourras pas si bien dire, parce que Méchanique, moi je suis en pleine remise, enfin tu vois, relecture critique. Je suis pas en train de le relire, mais en moi, parce que il est, je pense, assez fermé à ces notions à ces questions, je veux dire, de genre. Qu'il voit comme un faux problème. C'est épisodique à travers son œuvre, mais il est quand même assez moqueur envers les études de genre, par exemple. Il est méfiant à l'égard de l'antiracisme, mais plutôt en fait des critiques de l'Occident qui viennent pas de lui, parce que lui il est très critique de l'Occident, mais quand c'est pas lui, je pense qu'en tout cas la façon qu'on a d'aborder le sujet, la subjectivité, comme de quelque chose d'extrêmement pluriel, comme une identité qui n'apparaît que parce qu'elle reconnaît en elle une altérité, le fait d'avoir pour adversaire théorique le dualisme et la binarité dans la pensée, enfin tout ça, ça fait que la poétique, sinon méchanique, en tout cas ce point de vue, cette théorie qu'il lance, me semble aller main dans la main avec tous les mouvements féministes, antiracistes, etc. Quoi qu'en dise Méchanique, pour qui parfois t'as l'impression que bon, si ça vient pas de lui, c'est moins bien, quoi. Non, je rigole, mais je pense que lui il s'imaginait que c'était en deçà du chantier dont lui s'était chargé, qui était de faire une place au sujet dans un monde qui est construit autour de l'effacement de la subjectivité. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà. Donc pour en revenir à la littérature et à la langue. Et inclusive et en allant au-delà de ce terme. Oui, je sais pas comment on pourrait dire, non sexiste, dégenré, peut-être. C'est pour ça, finalement, épicène, c'est pas mal, parce que neutre, quand tu disais tout à l'heure, tu parlais de neutre, et je me disais, ouais, oui. Le problème de neutre, c'est que ça va pas. C'est que ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, parce que en fait, quand ça n'a pas le sens dans un trinôme avec masculin et féminin, il y a une connotation d'être à mi-chemin entre les deux autres, etc., et donc de ne pas se poser ni comme une négation, ni comme une troisième voie. Donc épicène, pourquoi pas, finalement. Enfin, pour moi, en tout cas. Oui, moi j'aime bien hein, la langue épicène, je trouve ça assez intéressant. Ouais, mais du coup, effectivement, disons que... Ok. Disons que ok. Bon, validons. Eric est d'accord. Non, ce que je veux dire... Donc, il va falloir avertir les médias. Ce que je veux dire, c'est que, par ce ok, c'est que... oui, comme catégorie englobante, pourquoi pas, mais le fait de trouver des solutions qui sont de manière univoque, qui remplacent l'alternative masculin-féminin, ça me semble être qu'une partie des choses. Enfin, tu vois, la créativité, on parlait d'ouverture, etc. Dans une situation historique qui est la nôtre, avec la langue qui est la nôtre actuellement, et donc les enjeux qui sont de renverser le binarisme, le dualisme du genre dans nos sociétés, il y a tout un tas de manières de procéder, et je sais plus qui j'entendais, sûrement dans le podcast que j'écoutais tout à l'heure, qui disait, ou alors vous mettez tout au masculin, et des fois ça peut être ça peut montrer le problème aussi, tu vois. Ouais, mais comme j'ai pas l'impression qu'on le verrait forcément, parce que j'ai l'impression que c'est déjà ce qui est fait de manière classique. Non, mais vraiment tout. Tu voudrais dire le chaise. Oui, voilà, le c'est chaise, ça. Moi, je l'ai compris comme ça. Je me dis oui, effectivement, enfin, pour montrer le côté arbitraire et construit de ces catégories, en fait. Ah bah oui, parce que moi déjà je trouve ça fou qu'on ait donné systématiquement un genre à tout et n'importe quoi. Ah oui, mais alors là, par contre, je pense qu'il y a beaucoup de... Là aussi, il y a du fantasme là-dessus, parce qu'il y a une volonté de supprimer des termes, notamment dans les noms de métiers depuis le XVIIe siècle, mais il y a aussi beaucoup de hasard, de rapprochement des formes historiques entre le neutre latin et les formes du féminin, surtout
Oui, Tu bah vois? je vois très bien comment historiquement ça a pu se construire, hein. Ouais. Mais enfin, tu vois, s'il y a un truc persistant, je trouve ça assez intéressant, tu vois, que ce soit resté quelque chose de prépondérant, le fait qu'on dise vraiment systématiquement le ou la, quoi. Que ce soit quelque chose qui soit resté comme quelque chose d'important dans la Bah, langue. le ou la, oui, bon, on se comprend. Tu veux dire masculin ou féminin, parce que le ou la, ça arrive relativement tard. C'est pas en latin, par exemple, puisque ça vient de Oui. ille, donc de celui-ci. Mais Mhm. enfin, ce que je veux dire par là, c'est que et c'est pas pour minimiser, parce que je pense que de toute façon, ces questions de masculin et de féminin sont autant enfin, c'est du social dans la langue, pas dans le sens où c'est la société qui détermine, parce que moi je pense que, enfin, Benveniste a bien montré qu'entre langue et société, il y a des interactions, mais qu'en définitive, c'est la langue qui permet de penser les deux. Mais faut pas non plus mettre de l'intention exclusivement là où il y a, en tout cas par rapport au français, le fait que tout soit genré, je pense que c'est parce que en fait la construction de notre langue, elle s'est faite par la suppression des dernières syllabes, enfin des syllabes d'après l'accent, et du coup on avait plus de, enfin tu vois, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça soit foncièrement Bah, là, ce que je trouve intéressant sur cette question-là, en tout cas, c'est qu'on est en ce moment, voilà, on est en 2021. En étant large, j'ai l'impression que ça fait 5 ans que la question est vraiment dans le débat public, et ça nous oblige à penser la langue, et ça nous permet d'assister vraiment à un bouleversement important de ces structures. Et c'est en ça que c'était un peu indispensable de l'évoquer dans notre podcast, puisque c'est rare, j'imagine, enfin voilà, je lis la littérature d'un peu tous les siècles, j'ai l'impression que c'est rare d'avoir un tournant comme ça, actuel, de la langue qui soit pas un glissement involontaire, une évolution parce que on se met à dire, enfin c'est quelque chose de conscient. Il y a des groupes qui se disent il faut qu'on réforme la manière dont on parle, dont on écrit, et enfin, c'est assez beau, quoi. Oui. Alors voilà, je suis partie prenante parce que voilà, moi au-delà de la langue, je crois en la nécessité d'une revalorisation du féminin, mais également enfin, je suis également persuadée sur le plan social de l'inanité de certaines cases de genre, enfin voilà. Donc oui, de la nécessité de lutter contre l'oppression contre l'oppression des gens par voilà, d'autres gens. d'une partie de ces cases. Voilà, donc je suis, voilà, au-delà de la langue, ça m'écorche pas les oreilles parce que ça me gêne pas que les femmes aient de la place dans la langue, mais voilà, mais moi je trouve ça, sans parler vraiment d'idéologie, je trouve ça juste intéressant d'assister à quelque chose d'aussi profond dans le changement de la langue. Le fait que je disais par le site internet là, cher voisin, qui commence à dire qu'on peut s'adresser à nous de manière neutre, et je mets un petit guillemet, le fait que l'éducation nationale, là, sur Pronote, sur l'ENT, on commence à avoir des points médians, des choses comme ça, que voilà, Blanquer, il a beau dire ce qu'il veut, c'est en marche, ça arrive. Et le fait que mes petits sixièmes, quand je leur dis autrice, ils soient à peu près aussi réceptifs que quand je leur dis auteur, c'est-à-dire pas forcément beaucoup, mais quand même un petit peu, c'est quand même quelque chose... En tout cas, c'est pas le mot qui fait problème. C'est pas le mot qui fait problème, et puis c'est quand même sympa de voir à quel point ça évolue vite, et de voir à quel point une décision de changer la langue, elle se répand finalement relativement vite dans la société. Ça redonne un peu espoir quant à notre capacité d'agir en tant que membre d'une société aussi, pour tous les blasés qui pensent que ça ne sert à rien d'aller voter. Je sais que c'est pas le même problème, mais non, si, c'est sûr. Oui, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à espérer justement de ces modifications de la langue qui vont modifier les esprits plus que voilà ce qu'on appelle le politique en général. Là pour l'instant j'ai l'impression que c'est quelque chose de concret quand même.
Voilà pour ce nouvel épisode de cette nouvelle saison. J'espère que on aura éveillé quelques possibles, loin d'être dans un néo-parler qui limiterait vos idées. Nous restons là, on vous a laissé un petit peu tranquille pour ce renouveau, Oui. mais on va vous laisser vous réveiller dès la fois prochaine sur les plateformes habituelles. Alors moi je gère plutôt Instagram, Eric. Oui, moi je gère la page Facebook et le mail. Je devrais aussi être sur Twitter, même si... Donc dès la fois prochaine, nous mettrons des extraits en ligne. Alors on va voir un petit peu sur les modalités pour s'en servir, mais de manière générale, on reprend nos petites devinettes. D'ici là, on vous fait des léchouilles si vous le voulez bien. Et puis À la fois prochaine.